moi, je vous remercie d'être présent pour ce troisième atelier du Club de la Belle Vigne. Alors, le Club de la Belle Vigne, c'est un peu une porte d'entrée à la Belle Vigne, hein. C'est une façon un peu plus pédagogique et un peu plus didactique d'appréhender les sujets, sachant qu'on fait également ce type d'événement au sein de la Belle Vigne, mais j'allais dire avec une intensité qui est probablement un petit peu plus nourrie et une profondeur plus importante dans la façon de traiter les sujets, et parfois de façon très ardue, mais toujours aussi passionnante. Passionnante parce que la Belle Vigne, eh ben, c'est un environnement, c'est un biotope, c'est des experts, et je suis ravi, au titre des experts, eh ben, de saluer Isabella Tomasi, qui nous fait la gentillesse de converser une fois de plus avec nous et de nous apporter toutes ses compétences et son savoir. On a déjà eu l'occasion d'en profiter à la Belle Vigne et on est très heureux de recommencer. Alors, dans cet environnement, dans ce milieu, eh bien, on est entouré par Arbres et Paysages 32, c'est-à-dire nos amis spécialistes de l'agroforesterie, des paysages. C'est Alain Canet et son équipe. Clara est présente ce soir avec nous. C'est aussi Marceau Bourdarias, l'architecte du vivant, spécialiste des travaux en verre, de la taille de la vie, de la physiologie végétale. C'est l'Institut de l'agriculture durable que j'ai le plaisir de diriger, dont un des objets, c'est la mesure des résultats des différentes pratiques agricoles, notamment les bilans humiques, c'est-à-dire le stockage de carbone dans le compartiment sol, et puis de façon plus générale, avoir une réflexion globale sur le carbone et ses différentes interactions avec le vivant au sein du sol et de la biodiversité de façon générale. C'est également Vers de Terre Production que l'on accompagne depuis le début, et vous connaissez certainement les productions de Vers de Terre Production. Il y en a énormément avec tous ces documents qui sont en ligne sur Internet et en libre accès. C'est les vignerons indépendants, voilà, qui est quand même une force importante parmi les vignerons. Alors ça, c'est autour donc de la formation et de la sensibilisation. Et puis les initiateurs du projet, qui sont trois appellations dans le Bordelais. Et avec tous ces gens-là, eh bien, on crée un réseau autour duquel viennent s'agréger de très nombreux vignerons. Alors, ben, je suis ravi de voir Alain Vidal à l'écran, qui est bordelais. Je vois Anselme Sellos, que je salue également, qui est champenois. Voilà, parce que ce n'est pas uniquement des experts, c'est des experts avec des vignerons et des viticulteurs qui vont échanger, qui vont essayer de développer un peu plus leur connaissance de la vigne, du sol, de l'environnement, de la biodiversité, et donc de nourrir des échanges. C'est des contenus inédits, parce que je pense que même ce soir, eh bien, le sujet qui est abordé, vous allez probablement découvrir des choses qui sont plutôt en avance, parce qu'on continue dans cet exercice à apprendre en avançant, en expérimentant, en essayant de voir de façon plus claire la relation entre le sol, la vigne, et puis aller jusqu'au phénomène de vinification. C'est pour ça que le slogan, c'est un peu de la vie, de la vigne et du vin grandeur nature. Il faut associer l'ensemble de ces dimensions-là, et je vous invite fortement à devenir membre de la Belle Vigne, où eh bien, on partage une réflexion pluridisciplinaire et transversale. Je crois que c'est important. Il faut arrêter de travailler en silo. Et puis, c'est également un certain nombre d'outils, c'est des visites, des suivis, des conseils personnalisés, une hotline qui est accessible en permanence, que l'on peut appeler quand vous vous posez des questions. C'est également le calcul d'un bilan humique, d'un bilan carbone, pour savoir un petit peu où on en est dans un certain nombre d'indicateurs relatifs à la vigne et au sol. Et puis, c'est un état d'esprit.
une vision globale qui va du vignoble jusqu'au vin. Voilà, je voulais faire cette brève présentation de la Belle Vigne parce qu'on est au sein du club La Belle Vigne. Eh bien, c'était l'occasion de vous en parler, de la présenter un peu mieux avant de commencer la visio de ce soir. Et puis vous dire que on est prêt à vous accueillir, bien au contraire, et que vous soyez actifs dans nos réflexions, dans nos échanges et dans le partage du savoir et des connaissances. Voilà, je voulais faire cette brève présentation pour remettre les choses un petit peu en perspective et vous inviter à aller plus loin que ce club, qui est déjà une première ouverture très intéressante sur l'ensemble des travaux que l'on conduit à la Belle Vigne. Conrad, ayant achevé cette brève présentation, je te propose de remettre ta caméra et de prendre le relais. Et tu peux prendre le relais en… Est-ce que tu as la capacité euh, à faire circuler ton PowerPoint? Conrad, est-ce que tu nous entends? Alors la réponse est oui. Je Ah. vais partager mon écran. Alors, je sais pas. Alors, je quitte Alors, et je te laisse partager. Alors, je rappelle, pendant que Conrad installe sa présentation, que pour éviter des bruits un peu parasites, on a coupé vos micros, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est de la censure. Vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez intervenir à un moment ou un autre pendant la présentation, poser des questions, interpeller Conrad, qui ensuite laissera la parole à Isabella. Voilà, eh bien Conrad, puisque tout ça est à l'écran, je te cède à nouveau et définitivement la parole. bien. Bonjour à tous. Donc, je fais une visio dans un endroit un petit peu impromptu. Donc, vous avez le bonjour des petits vins charentais de l'AOP là-bas. Enfin, c'est une IPG, hein, à laquelle je suis intervenu pour l'Assemblée générale sur justement la thématique fertilité, fertilisation des sols, hein. Donc, bon, c'était passionnant. Donc, le club de la Belle Vigne va sans doute s'élargir et on aura pas mal de boulot à la clé. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'était avec Isabella de nourrir le sol pour nourrir la plante et de progresser avec ça. Donc, je vais passer parce que j'avais fait les mêmes, on a le même diapo avec Eric. Et en fait, la première idée, c'était un petit peu de fixer le débat sur l'agroécologie. Et donc, tout le monde va parler d'agroécologie, etc. Mais on ne peut pas nourrir le sol si on ne comprend pas ce que c'est que l'agroécologie réellement. Et le premier travail autour de l'agroécologie, c'est ni plus ni moins de comprendre le sens de ce terme-là. Donc, on va le décortiquer en deux grandes notions. Agro, alors c'est le grec ancien ager ou agros chez les latins, qui signifie le champ, hein. Et donc, on va s'occuper du sol agricole. En gros, on va un petit peu l'élargir, hein, mais on est dans une approche le champ, la parcelle agricole. Et dans le contexte de l'écologie, donc il y a deux notions dans le grec toujours ancien. Oikos, c'est la maison, et logos, c'est la science. C'est-à-dire, c'est la science de la maison. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? C'est une agriculture qui concerne le champ, qui va s'occuper d'une maison sol et de la science de cette maison, le sol qui est le champ en fait. Et donc, on a à peu près tout dans le fil rouge de ce qu'on a besoin pour la suite de nos compétences. C'est-à-dire que finalement, on va remettre le paysan dans son champ, qui est une maison. Cette maison, elle est pleine d'habitants, des vers de terre, des carabes, des insectes, des champignons et Dieu sait quoi. Ça grouille, je dirais. Et donc, et dans cette maison, le travail de l'agriculteur, ça va être de gérer correctement et le mieux possible cette maison, hein, ce champ, ce sol maison, hein.
Et donc, du coup, on n'a plus un agriculteur hors sol qui arrive, qui met tout en artificiel et qui fait pousser une plante comme s'il avait un pot de fleurs à disposition. Il va faire autre chose. Il va accompagner la formation et le développement de cette maison et des habitants de cette maison pour en tirer profit, hein. Et donc, l'agroécologie, ça va être ça. Donc, nous, on va du coup naviguer avec cette notion-là et on va voir ce qu'on peut en faire. Alors pour vous donner quelques petites images simples, c'est à quoi pourrait ressembler la maison d'un ver de terre. Mais il n'y a pas que les vers de terre, il y a des myriapodes, il y a des cloportes ici. Donc à un moment donné, la maison d'un ver de terre, c'est ce qu'on peut comprendre le mieux. On en a fait notre emblème, ver de terre production, hein. Donc vous voyez, on a été très très loin un petit peu dans l'identification à cet animal clé. Et le mieux pour comprendre le ver de terre, c'est que vous avez à droite de la photo, là, un scanner de galeries de vers de terre. Et là-dedans, il va habiter un ver de terre, un grand lombric anécique. Et ce lombric, il a une pièce, une logette d'estivation ici, dans laquelle il se protège, il y dort ou il hiberne quand c'est trop humide, trop sec, il va là-dedans. Et le reste du temps, il entretient ses galeries, parce que c'est là-dedans qu'il habite, et puis il va venir manger sous la surface du sol en ayant plein d'essais de galeries, parce qu'en fait, il va créer des espèces de toits de chaume, il va ramasser de la paille réellement, et il va sucer la paille par le fond, hein. Donc voilà, donc du coup, c'est vraiment une maison, hein, et on sait que c'est la biologie, c'est toute l'activité biologique du sol qui va construire ce champ ou ce sol maison et la mettre en bon état. Donc premier travail, eh ben, aider les habitants à faire du bon travail. Alors, une autre façon, ça venait des Américains. Ils nous avaient dessiné la complexité de cette maison. Et donc, on comprend très vite qu'il y a toujours des plantes vivantes sur le toit, qu'il y a souvent de la paille en plus, une litière, qu'il y a des animaux très gros qui vivent là-dedans, des taupes, des rats, des souris, des mulots par exemple. Ici, vous avez un mulot et des vers de terre, et que tout ça, ça se mélange, ça vit, et puis les racines, elles vivent là-dedans sans trop de problèmes particuliers. Et donc, on comprend très vite que si on veut de la biodiversité, par exemple, eh bien, il faut avoir 2 choses en permanence. Si je veux produire de la biodiversité demain en agriculture, parce qu'on me demandera de régénérer les sols, de régénérer le climat, de régénérer la qualité de l'eau, de régénérer la biodiversité, eh bien, la thématique de la biodiversité, c'est quelque chose de relativement simple. Il faut qu'il y ait en permanence une maison en bon état pour un être vivant et de la nourriture dans cette maison. Quand mes ados rentrent de l'école, eh bien, ils ouvrent le frigo. Et si le frigo est vide, ils râlent. Donc c'est bien qu'il leur faut de la nourriture dans la maison. Et s'ils ont de la nourriture, ils vont se développer. Alors il faut un petit peu d'éducatif, mais ça fonctionne comme ça. Donc nous voilà avec notre sol maison et on va essayer de nourrir finalement cette, cette maison. Et pour nourrir la maison, il y a une seule chose à faire, il faut construire un toit de façon intelligente. Et on se rend compte que c'est les plantes qui poussent sur le sol qui aident à le structurer en profondeur avec les racines. Ça pourrait faire partie des fondations. Et à un moment donné, au-dessus, il faut à tout prix qu'il y ait en permanence une chose, une plante vivante avec une litière, c'est-à-dire il faut un toit en chaume, parce que cette litière, elle va avoir beaucoup d'effets sur la suite du système, et notamment sur la nutrition du sol, et la nutrition du sol va conduire à la nutrition de la plante. Donc, à un moment donné, on regarde nos sols et on voit que dans la petite photo que je vous ai incluse à gauche ici, vous avez en fait un sol nu, donc ça pourrait être dans l'Hérault, par exemple. Donc, il ne reste plus que les cailloux. Et on comprend que si la vigne pourrait faire une partie du toit, eh bien, il va manquer cruellement la litière, c'est-à-dire la couche de ce chaume qui va avoir un principe très particulier. Ça va isoler, réguler, ça va avoir des quantités, des qualités énormes pour le sol. Donc de l'autre côté, ici à droite, vous avez Alain Canet
qui plante un arbre dans une vigne qui est couverte par un appareil végétal, c'est-à-dire que la vigne, la plante en hiver, elle ne fait rien, elle est un petit peu au repos, elle va repartir au printemps. Et donc, l'idée, c'était de couvrir ce sol avec des plantes, des couverts végétaux pour améliorer la gestion du toit de la maison. Donc, ça y est, on est dans un champ. Le toit va être constitué par les plantes et leurs résidus. La maison elle-même, c'est le sol, c'est les fondations des plantes, où elles vont mettre des racines, où il y a des êtres vivants qui y habitent, qui structurent le sol et qu'il va falloir nourrir. Voilà. Donc, ça y est, nous sommes en agroécologie. Alors, une diapositive que j'utilise souvent, c'est qu'est-ce que c'est que le sol? Et le sol, il faut le comprendre comme une maison, mais c'est de la projection fractale un petit peu. Là, on peut prendre que 1 cm3 de terre, c'est la taille d'un pouce, pour vous donner un petit peu une notion plus humaine. Et dans ce pouce que je vais prélever dans une terre vivante où grouille la biodiversité, je vais trouver 5 km de diffs fongiques, c'est-à-dire c'est des filaments de champignons. Autant dire que cette terre qui est là-dedans, elle est complètement emprisonnée dans les ifs mycéliens qui vont en fait la retenir stable comme un filet. Et puis il y a 1 milliard jusqu'à 1 milliard de bactéries, entre 1 million et 1 milliard. Et là vous dites, waouh, 1 milliard de bactéries. Alors entre les ifs mycéliens et bactéries, il me faut un microscope électronique pour les voir, hein. Et puis, ça ne suffit pas, donc vous pouvez avoir de 10 à 60 000 protozoaires. Donc un protozoaire, c'est un mangeur de bactéries, par exemple. Et puis vous avez de 50 à 100 nématodes. Donc dans la vigne, je n'aime pas les nématodes parce qu'ils me donnent des maladies, notamment le cournouet. Non, dans un pouce, hein, le volume d'un pouce, j'ai 100 nématodes. Donc c'est même pas la peine de lutter contre les nématodes quand vous êtes vigneron. Vous en avez des milliards et des milliards dans un hectare, hein. Donc, on ne lutte pas contre les nématodes, on se débrouille pour qu'ils fassent le bon travail que moi j'ai besoin en tant que viticulteur. Il va y avoir un colembole, donc ça se voit avec une loupe binoculaire, et un insecte que je vais voir à l'œil nu. Donc voilà un petit peu comment ça s'organise. Donc la première biodiversité au monde, elle est sur 1 cm3 de terre, mais de terre arable, qui est bien construite, c'est-à-dire où l'agroécologie est respectée, c'est-à-dire une maison sol en bon état avec le toit et tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc voilà le débat. Et puis maintenant, on comprend aisément que si je prends cette petite motte de terre et je passe ça dans un turbomixeur, un thermomix par exemple, eh ben, il va me rester que les petits individus, c'est-à-dire les bactéries. Les champignons, les ifs, c'est des grands individus très sensibles au passage d'un outil. Donc là, ils vont être détruits. Et puis l'insecte, lui, il va passer dans le broyeur aussi. Le colembole, il ne va pas en sortir intact. Peut-être que protozoaires et nématodes, ça pourrait survivre. Et donc, on a commencé à comprendre que le travail du sol, c'est une action de destruction en agroécologie. Donc, on ne peut plus travailler les sols, ou alors on va les travailler que si on est vraiment obligé, parce que j'ai fait une litière, la maison est en bon état, enfin, une ornière plutôt, pardon, je vais corriger un peu. Voilà. Et donc, on va utiliser nos outils à bon escient. Et ça, c'est le premier travail à faire. Autre débat qui arrive avec cette maison, c'est la terre fertile, parce qu'on sait que quand la terre est fertile, ça pousse mieux. La terre fertile, elle est noire, et le noir, il vient de la petite couche végétale en surface que vous avez ici à gauche, qui vous fabrique des plantes réellement. Et en fait, je ne m'intéresse pas à ce qu'il y a sous les plantes. À la limite, tout le monde s'en fout. C'est la biologie, les racines et les plantes qui vont construire la terre fertile sur laquelle elles prolifèrent. Et donc, elles vont nous faire la couche vraiment intéressante, qui est humifère, qui est riche en humus, qui est riche en biologie, dans laquelle finalement tout va se jouer. Et si je détruis la plante, eh bien, je vais avoir un sol comme dans ma main, allez, ça c'est ma main droite, hein, qui n'a plus d'humus et qui est toute claire et lessivée. Donc on continue avec ça, donc on aimerait des terres noires et fertiles. Et finalement, cette maison, on va la regarder de façon macro dans le cycle de la nature.
La nature, elle nous fait un truc très simple. J'ai une plante qui couvre le sol et qui va pousser. Elle pousse avec quoi? Eh bien, elle pousse avec du gaz et de l'énergie solaire, les photons. Et finalement, elle va capter le gaz, le CO2, pour en faire de la matière organique, hein. Et cette matière organique, maintenant, elle a transformé le gaz en matière et elle a envoyé, elle a un déchet, elle a de l'oxygène qui arrive dans l'air. Donc, on a commencé à comprendre que l'oxygène est un déchet de la photosynthèse et que toutes les plantes du globe pourraient être en danger face à l'oxygène. Donc ça, c'est un sujet qui va arriver et puis je pense que le changement climatique va nous le montrer rapidement. Donc la plante, elle produit une matière organique, elle fait la synthèse du gaz, elle fait de la matière organique végétale fraîche qui va être immédiatement mangée par des mangeurs de plantes. Moi, homme, humain, je fais partie des utilisateurs de végétaux. Je suis un mangeur de plantes. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de CO2 dans l'air, il n'y en a que 0,04% malgré les gaz à effet de serre, eh bien, dès que la plante récupère de la photosynthèse pour sa synthèse de matière organique, eh bien, il va manquer du CO2 de l'air. Donc, il faut que tout de suite, un mangeur de plantes remette du CO2 dans l'atmosphère. Donc, il est normal que toutes mes vignes soient ravagées par des mangeurs de plantes. C'est normal. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on a du mal à admettre parce qu'on aimerait qu'elles ne soient pas tout à fait mangées et que les ravageurs nous en laissent. Parce que je veux quand même récolter, faire de la vigne et du vin au bout. Donc, ça, c'est un vrai travail où il va falloir s'intéresser justement à la biologie des êtres vivants de cette maison. Parce que la maison, elle commence dans les airs, sur le sol, avec le toit de ma maison qui est la plante vivante. Et puis la plante a des déchets qui tombent par terre, des feuilles mortes par exemple, des racines, des branches. Et les mangeurs de plantes, ils ont aussi des déchets, c'est-à-dire des excréments, oui, pipi, caca, si vous voulez faire plus simple, mais aussi des cadavres, etc. Donc tout ça, ça tombe par terre et le sol, en fait, il apparaît toute l'activité biologique du sol et l'unité de recyclage dans la biologie. C'est-à-dire tout ce qui va retourner au sol va être biodégradé à 100%. Et quand on cherche des systèmes d'épuration, on se rend compte que le sol, c'est l'unité d'épuration la plus performante au monde, c'est-à-dire que tout projet organique qui va tomber là-dedans sera décomposé à 100%. Et c'est la plante qui récupère les éléments décomposés pour continuer un nouveau cycle de croissance ici. Et donc, la plante, elle va installer un cycle de durabilité, produire, consommer, recycler, parce qu'elle recycle tout, elle ne manque jamais de rien. Et le sol, la maison sol, et qui comprend également la plante vivante et tout ce qui se passe au-dessus avec les utilisateurs, fait partie de cette agroécologie où l'agriculteur doit gérer ce système de durabilité. Alors maintenant, on a essayé de comprendre comment les plantes faisaient pour pousser toutes seules, parce que c'est ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que si je vais dans le petit bois derrière chez moi, je n'ai jamais aidé aucune plante à pousser. Les arbres ont bien poussé tout seuls. Les mauvaises herbes, elles poussent toutes seules. Il n'y a que ma vigne qui ne pousse pas toute seule. Et là, je suis un petit peu inquiet. Je me dis, mais pourquoi les plantes poussent toutes seules? Et les plantes poussent toutes seules, il suffit de les regarder. Les scientifiques nous ont fait les croquis. Le sol est nu au début. Je fais plus rien. Allez, je dégage un être humain. Voilà, il est de toute façon, je peux sortir un paysan quand je veux. Quand il est dans son champ et qu'il cultive, il n'y a rien qui pousse. Donc, je sors le paysan et je laisse faire les plantes pour qu'elles m'apprennent à cultiver. Et donc, dès que j'enlève le paysan, toutes les plantes vont commencer à pousser toutes seules jusqu'à, au final, se succéder les unes les autres et installer quelque chose de très particulier qui est une forêt. En fait, systématiquement, les végétaux vont vers la forêt. Et ça, c'est très troublant parce que tu te dis, mais ça pousse tout seul quand j'ai sorti le paysan qui finalement ne sait pas bien cultiver. Donc, que me disent les plantes? Et les plantes, elles me disent des choses très très simples. Pour pouvoir pousser toute seule, le sol, il est toujours couvert avec une plante vivante toute l'année, un arbre par exemple, mais dans la forêt et dans son écosystème. Et ce n'est jamais travaillé, le sol n'est jamais travaillé.
Pourquoi? Parce que l'outil de travail du sol, ça va être un outil de destruction du sol et de cette maison du sol. Donc, pour que ça pousse tout seul, une règle fondamentale, toujours couvert, jamais travaillé. Et puis, si je regarde l'arbre, l'arbre, il est têtu, c'est sans doute la plus grande performance agronomique du monde, c'est-à-dire il pousse avec zéro intrant là où il a germé. Et donc, il est d'une productivité phénoménale puisqu'il fait tout avec rien, lui. Et puis, il nous dit que j'ai besoin de faire produire le maximum de biomasse végétale. C'est-à-dire l'arbre, il est têtu, tout le système végétal va pour nous dire il faut produire un maximum de végétaux sur un sol toujours couvert et jamais travaillé. Et si j'y touche plus jamais, de toute façon, il arrivera une forêt. La forêt, elle nous dit que dans ce système où la maison est en bon état, le toit il est devenu hyper balèze, énorme, avec donc il y a une biodiversité phénoménale dans et sur le sol. Et il nous dit aussi que ce système-là qui pousse tout seul, c'est un recyclage permanent de la totalité de ce qui se produit dans le champ. Donc, mes feuilles mortes de la vigne doivent revenir dans le champ, mes racines de la vigne dans le champ, mes sarments dans le champ. Il est interdit dans l'agroécologie d'exporter des sarments. Si j'arrachais une vigne, je devrais quasi la broyer sur place. Vous voyez? Si je fais un couvert végétal, je le restitue dans la parcelle. Et ainsi de suite. Et donc, on a commencé à comprendre qu'il y avait des trucs. Et je devrais maintenant ajouter un dernier item qui n'est pas présent là dans ce système forestier. C'est que la production qui va être amenée au sol, c'est principalement du carbone pur, des feuilles mortes, du bois, de la paille, des racines matures, etc. C'est-à-dire que jamais, 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 la nature ne met de l'azote dans le champ. Il n'y a pas d'ammonitrate, il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de compost, il n'y a pas de lisier, il n'y a pas de fertilisation au sens où nous on l'entend. Et là, vous dites, oulala, ça pousse tout seul, sans jamais amener de l'azote. Pourtant, il faut de l'azote, donc l'azote vient de quelque part. Et on commence à comprendre que le végétal, il ne met que du carbone, des feuilles mortes, du bois, des branches et des racines mortes. Donc là, on est un petit peu inquiet. Du coup, on commence à comprendre que les plantes, elles poussent toutes seules avec du carbone et non pas avec des intrants azotés. Pour ça, c'est très, très, très perturbant quand vous êtes dans le débat. Alors, on continue et puis on s'est attaqué au dossier de la fertilité, c'est-à-dire la terre, on n'y touche pas, les arbres poussent toutes seules, ça devient fertile, elles deviennent très noires, etc. Et donc, comment ça fonctionne réellement? Et donc, ce fonctionnement de la terre fertile, il est très, très, très particulier. Quand la terre est nue, la première plante qui va pousser après le travail du sol, ça va être par exemple un kénopode. Et ce kénopode, si je le laisse pousser, il va m'apprendre tout ce que je dois faire dans la parcelle. C'est un petit peu banal cette affaire-là. C'est-à-dire, c'est la mauvaise herbe que je détruis qui m'apprend tout. Donc, on va la laisser pousser. Et donc, premier travail, Gérard Ducerf, il me dit, et puis tous les autres sont à peu près d'accord, tiens, la première chose que fait un kénopode, c'est pomper les nitrates. Hop, tous les nitrates du sol, c'est pour lui, il prend tout. Alors, il restera rien à ma vigne, hein, ça c'est sûr, hein. Mais ça fait rien, il prend tout. La question, c'est pourquoi il enlève les nitrates. Et qu'est-ce qu'il fait avec les nitrates? Eh bien, avec les nitrates, il va enlever l'azote oxydé, et il va en fabriquer de la biomasse végétale avec la photosynthèse. Et là, il va grandir ce kénopode, il va devenir mûr, plein de semences au cas où il y a une bêtise un jour, il doit pouvoir repousser, et il va ramener au sol une paille. Et en fait, la paille d'un kénopode, c'est quelque chose de très bizarre. Si vous laissez mûrir, c'est du bois. Tiens, donc la plante, elle me dit deux choses. Je ne veux plus jamais qu'il y ait de nitrate dans le sol parce que sinon mes arbres ne peuvent pas pousser tout seuls dans 100 ans. Donc j'enlève tous les nitrates. Donc on commence à comprendre que dans un système agroécologique, les nitrates, c'est sans doute le plus mauvais engrais du monde. Donc si je fertilise à l'ammonitrate, pas bon. Si je travaille le sol, je minéralise l'humus, ça produit des nitrates, pas bon. Il y a une plante qui vient, qui me l'enlève et qui à la place me produit du bois. Donc la nature est têtue,
il faut à tout prix que le bois revienne au champ. Donc tous mes sarments doivent rester avec la vigne. Il est interdit de les exporter. Si j'arrachais, ben, je devrais broyer le bois sur place. Et donc, à un moment donné, que va-t-il se passer maintenant au niveau de la litière? Eh bien, la litière, c'est un toit de chaume qui va protéger le sol des ultraviolets, du soleil et de tout le reste, des excès d'eau, parce qu'en fait, il va servir de buvard amortisseur. Et finalement, sous la paille, donc mais sur le sol, c'est-à-dire dans la bonne maison des azotobactères, il va naître des fusariums, des champignons qui dégradent le bois, suivis d'azotobactères qui vont manger les fusariums. Et les azotobactères, ils ont la faculté de capter l'azote de l'air. Mais pour capter l'azote de l'air, il faut qu'ils aient leur bonne maison, eux, ces azotobactères, c'est-à-dire sous la paille en bois et sur le sol. Et il leur faut du zinc souvent. Le zinc est un facteur limitant pour ces individus-là, donc des oligoéléments. Et là, vous dites, oulala, et donc la plante va noircir, donc la paille va noircir, et donc elle est de plus enrichie dans une bouillie où il y a plein de bactéries. Il va arriver des protozoaires qui mangent les bactéries. Voilà. Et en fait, c'est les azotobactères qui captent l'azote de l'air. Alors là, vous dites, super, la plante, elle s'est débrouillée pour capter l'azote gratuite de l'air en mettant le carbone sur le sol et de le faire digérer par des bactéries dont c'est la mission. On appelle ça des fixateurs libres d'azote. Et là, vous dites, ouais, c'est génial. Dans les livres agricoles, ça n'existe pas, ce truc-là. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Dans les livres agricoles, on ne peut pas mesurer ça, ni dans la recherche, ni nulle part, puisqu'on fait des expériences sans litière, sans paille sur les sols. Le sol est nu, fatalement, en agriculture. Donc, ils ne savent pas comment les plantes s'y prennent pour capter l'azote de l'air. Et puis maintenant que vous avez plein de bactéries, de protozoaires là-dedans et de champignons, il y a un ver de terre qui va venir sucer cette bouillie végétale en décomposition, où il y a de la fibre, des champignons, des protozoaires et des bactéries. En gros, le ver de terre, c'est un gros mangeur de pot-au-feu. Des légumes, c'est les fibres végétales, c'est le poireau. Voilà. La viande, ben, c'est les bactéries et les protozoaires. Et les champignons, c'est les fusariums et tous les autres qui vont s'y mettre en plus. Et quand le ver de terre mange tout ça, c'est-à-dire de la protéine microbienne, le ver de terre, il mange de la viande et des légumes pour grandir, pour faire simple, eh bien, il a besoin de manger un petit peu de terre pour mieux digérer. Il va mélanger ça intimement dans son tube digestif et il va vous produire dans son excrément, qui est un turicule, il va vous produire de la matière organique et de l'humus, de la CEC, de la capacité d'échange cationique. C'est fait dans le tube digestif du ver de terre. Et de l'autre côté, ce ver de terre, c'est un être vivant assez extraordinaire. C'est le plus grand pisseur devant l'éternel. C'est-à-dire, c'est le plus grand producteur d'urine du monde avec les nématodes du champ. Et donc, plus vous avez de nématodes, plus vous avez de vers de terre, plus ils vont faire de l'urine. L'urine, c'est de l'urée. Comme il y en a partout, on met de l'urée partout. Et cette urée, en fait, va être utilisée rapidement par les racines pour récupérer des protéines, en fait, de l'azote pour pouvoir pousser. Et donc, les bactéries, il y a des bactéries qui minéralisent l'humus, des bactéries qui s'occupent de l'urée, et cette digestion des excréments des êtres vivants qui habitent dans le sol, ce coup-ci, vont nous libérer tout le N, le P, le K, le magnésie, le calcium et tout le reste. Hein, et la racine, elle va reprendre les éléments minéraux minéralisés. En gros, si sur la litière ici, j'ai un C sur N autour de 100 à 150, quand elle est noircie, les vers de terre, ils mangent une bouillie noire C sur N 24. On divise encore par 2 C sur N de l'humus stable 12. Et on divise encore par 3 l'humus C sur N de la minéralisation 8. Et quand les bactéries ont C sur N sur 8, elles sont gobées par les racines. Et ces bactéries, elles contiennent tous les nutriments. Et là, vous dites, OK, ça y est, je sais comment ça fonctionne, je sais comment finalement mes plantes vont pousser. Elles vont pousser de façon très simple. Eh bien,
quand à un moment donné, j'ai de la litière, plus j'ai de la nutrition carbonée sur le sol, plus j'ai de biologie dans le système, plus j'ai de nutriments minéraux qui arrivent par le système microbien, plus la plante peut se nourrir de ça. Donc en fait, plus je nourris, plus je produis au final. Et donc, c'est comme ça que la nourriture que vous apportez au sol va finir par nourrir la plante. Et on appelle ça le cycle de fertilité organobiologique du sol, qui n'est accessible que si vous préservez la maison en bon état avec de la nourriture dedans pour tous les habitants. Et ça démarre au-dessus du sol avec la plante, tous les ravageurs, etc., sur le sol avec la litière, dans le sol avec les macros et les êtres microscopiques qu'on ne voit pas. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, cette nourrir le sol pour nourrir la plante, ça marche super bien. Il arrive toujours les bons éléments à disposition des racines quand vous êtes là-dedans. C'est-à-dire, ce qu'on a commencé à comprendre, c'est que dans un turicule de vers de terre, il n'y a pas d'azote. Voilà. Fertiliser un champ avec des turicules de vers de terre, ça marche bien pour le drainage, par exemple, et ça marche bien pour le phosphore, la potasse, le magnésium ou le calcium. Mais dans un turicule de vers de terre, pas d'azote, et c'est normal, puisque les vers de terre font de l'urine, donc ils font pipi, et ils évacuent l'azote dans l'urée. Donc ça marche. Donc on retrouve tous nos savoirs, ils se mettent ensemble. Et ces sols-là, vous pouvez les fertiliser parce qu'au début, ben, votre biologie, elle n'est pas là. Quand j'ai passé, je sais pas, 30 ans de ma vie à tout bousiller avec un outil, ben, la biologie, elle est détruite réellement. Donc il faut que la maison se reconstruise. Et pour ça, on va alimenter artificiellement tout le monde avec une fertilisation. C'est-à-dire, on peut mettre du fumier, on peut mettre de l'organique, du compost, n'importe quoi, mais on pourrait mettre de l'urée, de l'ammonitrate. Mais en fait, on ne mettra plus d'ammonitrate puisqu'on commence à comprendre que l'ammonitrate, les nitrates vont favoriser beaucoup d'adventices. Donc, c'est de l'urée et de l'organique principalement. Et ces produits-là, ils vont tout de suite aller à la case bactéries, ils vont développer énormément de bactéries, ça minéralise, vous aurez du NPK et tout le reste. La plante pousse super bien, sauf que maintenant, quand toute la fumure a été mangée, eh bien, les êtres vivants qui transforment le fumier en minéraux assimilables par le corps microbien, eh bien, ces bactéries, elles ont faim et donc elles vont attaquer l'humus ici et minéraliser l'humus. On a appris ça dans tous les livres d'école. Fertiliser, c'est accélérer la minéralisation de l'humus. Et donc, la quantité d'humus qui fait la stabilité de ma maison, la colle, c'est le plâtre, c'est le ciment des murs, eh bien tout ça, ça va se réduire. Donc, ma maison va se délabrer. Et donc, vous êtes obligé de reconstruire de l'humus tout le temps. Et pour reconstruire de l'humus, il faut que la paille revienne, qu'elle se dégrade correctement entre eh bien, les champignons, les bactéries, les protozoaires, les vers de terre, qui, à un moment donné, avec les champignons, vont réalimenter la case humus. Et donc là, pour lancer les sols vivants, pour en faire de l'agroécologie, vous devez avoir le cycle de fertilité organobiologique qui se met en place par les couverts végétaux, les restitutions de résidus, les bois de taille et tout le reste de la litière le plus possible. Et de l'autre côté, il faut fertiliser pour démarrer le système écologique. Parce qu'au début, ben, il n'y a pas grand monde, hein. Parce que pour se reproduire, vous savez comment fait la biologie. Pour se reproduire, la biologie, elle a besoin d'une maison en bon état, d'un frigo bien plein et d'une chambre à coucher. Donc, j'ai une copine, je commence par faire la fiesta dans ma maison, je l'amène au lit et je fais un gamin. Pam. Et en fait, tous les êtres vivants fonctionnent comme ça. Si la maison est en bon état et qu'il y a de la nourriture, ils vont se reproduire. Et dans la phase de reconstruction de nos sols, il n'y a pas la biodiversité nécessaire pour cycler un système auto-fertile, je dirais. Donc ça, c'est une vraie difficulté dans la phase de démarrage où vous devez accompagner cette fertilité organobiologique avec des intrants de préférence et de l'organique et de l'urée. Donc voilà un petit peu où on en est. Et donc, on a toutes ces connaissances-là qui se sont réorganisées avec un projet qui vient du maraîchage sur sol vivant réellement. Si vous allez sur Internet, sur Vers de Terre Production, vous allez trouver ça. Depuis 5 ou 6 ans là qu'on travaille dans Vers de Terre Production, on a aussi tout le projet des AMAP qui est dedans.
Et donc, on a reconverti la totalité des AMAP de France dans un projet qui s'appelle maraîchage sur sol vivant, où le sol il est nourri avec de la paille, des déchets verts, des BRF, etc. Plus jamais on y travaille le sol ou très très peu. Et en fait, actuellement, 100% des AMAP françaises basculent dans ce cycle de fertilité organobiologique. C'est quelque chose de complètement surprenant quand on les regarde et on a 100% de résultats. Et donc au début, il faut fertiliser pour accompagner la transition. Et voilà ce qu'on a appris des études de cas. La paille doit être dans l'air. Pourquoi la litière est dans l'air? Parce que dans l'air, vous avez 78% d'azote. Le gaz que vous respirez, c'est 78% d'azote, 21% d'oxygène, 0,04% de CO2. Autant dire que le CO2 est un gaz rare, je dois le ramener tout le temps, mais l'azote, il y en a à profusion. Et donc, si la paille baigne dans l'air, c'est beaucoup plus facile pour un azotobactère d'aller la capter. Alors, c'est une hydrolyse réellement la réaction en mangeant des champignons. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, on récupère l'azote dans l'air de cette manière-là. Avec les bactéries, on produit de l'urée qui va faire de la minéralisation de l'ammonium et ça finit de minéraliser. La plante, elle récupère les nitrates et l'ammonium. Voilà un petit peu. Et vous avez votre pompe à azote qui arrive et il faut en permanence alimenter le cycle. Alors maintenant, on continue et puis on a fait des bilans de masse. Une tonne de paille, ça contient quoi réellement? Donc ça ne contient pas d'azote, 3 unités à la tonne. Mais ça contient beaucoup de carbone, 400 unités. Et vous n'avez jamais fait de plante de fertilisation avec des unités de carbone. C'est ce qu'on va faire en agroécologie. Quelle est la ration carbone de ton sol? Combien d'unités de carbone reviennent? Et on sait que quand vous mettez de la paille, des feuilles mortes, des choses comme ça, en fait, cette paille qui contient de l'azote, ben, en fait, le carbone va être biodégradé par les bactéries et les champignons. Et chaque tonne de paille vous permet de capter plus 13 unités d'azote. C'est le bilan de tous les projets maraîchage sur sol vivant. On a fait une approche par défaut. Alors, on ne sait pas si c'est juste, mais on est là-dedans. Ça marche bien, cette approche par déduction fonctionne. Et du coup, on sait que cette paille qui a noirci, qui a été prédigérée dans l'air, eh bien, elle contient 16 unités d'azote pour 400 unités de carbone parce qu'on n'a pas trouvé de référence sur la disparition du carbone au cours de la digestion. Donc, on l'a laissé entier pour une simple raison. Toutes les bibliographies scientifiques sont d'accord pour dire qu'on a un gain d'azote depuis l'air. Donc, on garde beaucoup de carbone malgré tout. Donc, on l'a laissé tel quel, mais ce n'est pas très grave. La question, c'est comment ça fonctionne. Donc, on a voilà la liste de tous les individus bactériens qu'on a trouvés. Ceux-là, ils ont faim, donc ils mangent du carbone, de la paille. Et puis, ils ont faim d'azote. Quand ils veulent dégrader la paille, ils cherchent de l'azote partout. Donc, s'il y en a plein dans le sol, ils prennent dans le sol, d'où des fins d'azote si c'est mal fait. On ne met jamais la paille au printemps, toujours à l'automne, parce qu'au printemps, les plantes, elles vont avoir besoin d'azote. Donc, le carbone, il revient à l'automne. Et puis, si les azotobactères n'en trouvent plus dans le sol, eh bien, ils vont aller chercher ça, principalement dans l'air. Et donc là, ils vont transformer l'azote de l'air en synthèse microbienne et ils vont vous produire de l'ammonium principalement avec ça. Et voilà comment ça marche. Ça veut dire que si je fertilise trop, je vais me substituer à la récupération de l'azote gratuite de l'air. Si je fertilise moins et qu'il y a beaucoup de carbone qui revient, je vais pouvoir gagner de l'azote dans l'air. Et là, je commence à nourrir le sol qui, au final, par la minéralisation de ces systèmes, va nourrir la plante. Et après, je vais avoir besoin de Isabella parce qu'on a commencé à faire ce genre de débat ici. Hein. Et le débat, il est relativement simple. On a mis bout à bout toutes les transformations de l'azote depuis la litière jusqu'au nitrate, voilà. Et voilà ce que va faire la nature. La litière se décompose. La première forme d'azote qui arrive, c'est des corps microbiens, c'est-à-dire des protéines microbiennes. Et on travaille beaucoup à nouveau sur les acides aminés parce qu'ils sont assimilables par les racines notamment. Alors, on peut les passer par les feuilles, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les racines, parce qu'on pourrait avoir plein de solutions en fait, qui arrivent par ce biais-là.
on continue à dégrader la matière organique, et il va y avoir l'urine, l'urée. Donc ça, c'est soluble dans l'eau, ça va passer dans la solution du sol et ça va aller au contact des racines et ça va être gardé dans un sol biologiquement en bon état. Voilà, donc c'est l'urée, c'est soluble dans l'eau, non lessivable, en présence de biologie. Et si je mets de l'urée sur un sol travaillé, c'est lessivable parce qu'il va me manquer la biologie pour stocker ça dans les systèmes, les radicelles, etc. L'urée arrive, donc elle met 2 mois, elle minéralise, ça vous fait de l'ammoniac. Alors, pas de risque d'évaporation, puisque l'évaporation de l'ammoniac se produit à 15-20 degrés, parce que vous avez mis l'urée très profondément au contact des systèmes racinaires. Donc, pas de risque de perte d'azote par volatilisation. L'urée doit se mettre très tôt en saison avec de l'eau. Voilà, ou alors vous irriguez, mais globalement, ça se met avec de l'eau. Donc, en gros, si vous avez des grosses sécheresses, on a fini la fertilisation à base d'urée. Allez, 15 janvier, 15 février, terminé, j'ai tout mis. Hein. Heureusement, la vigne n'a pas besoin de trop d'azote. Quelques jours après, mon ammoniac se transforme en ammonium. Les plantes, elles adorent ça. Voilà, c'est la forme préférée des plantes. Et s'il y en a beaucoup d'ammonium non prélevé, ben, ça va continuer à minéraliser, ça va faire des nitrites, puis des nitrates, c'est-à-dire que au-delà de NH4+, azote réductrice, réduite, on va l'oxyder en nitrite, NO2, et nitrate, NO3. Alors, il se trouve que les nitrites sont toxiques, mais c'est une forme fugace qui ne reste pas dans le sol, sauf s'il est compacté et asphyxié. Et donc là, il n'y a pas de souci. Les trucs qui poussent dans des sols compactés asphyxiés, ça s'appelle du liseron, par exemple. Hein. Mais ça pourrait être du chardon. Enfin, on a quelques plantes qui sont un petit peu des chiens dents, qui sont un petit peu terribles là-dedans. Et puis, comme c'est fugace, hop, il y a beaucoup d'oxygène. Hop, ça devient des nitrates. Voilà. Et les nitrates sont assimilables, mais toxiques. Et comme ça lessive, ben les plantes, dès qu'elles voient arriver des nitrates, pour ne pas les perdre, elles actionnent une pompe à nitrate réellement, qui est une pompe anti-gaspi tout simplement, qui n'est pas active le reste du temps, mais quand les nitrates arrivent, elle fait actionner sa sécurité anti-gaspi, et donc elle va se gaver de nitrate parce que on va pas laisser perdre, hein, ça pourrait lessiver. Alors, dans les sols et les maisons bien construites, il y a un phénomène très particulier. Il y a une petite flèche en pointillé qui revient vers l'ammonium. En fait, ce qui se passe, c'est que s'il reste de la paille et du carbone et des feuilles mortes en litière sur le sol, la nature, elle ne va jamais produire des nitrates. Elle va se débrouiller pour court-circuiter le système et rester là-dedans. C'est-à-dire, elle va actionner du carbone ici pour déminéraliser, pour refaire de l'ammonium tout le temps. Donc ça, c'est validé par la science ici, hein, on a tout trouvé dans les bibliographies scientifiques. Et donc aujourd'hui, on peut mettre bout à bout les systèmes de nutrition des plantes qu'il y a dans la nature et sur lesquels moi, agriculteur, je peux travailler. Et donc on se rend compte que les acides aminés ont sans doute un rôle crucial à jouer dans nos vignes, tout simplement parce que c'est la première forme d'azote que peuvent récupérer les systèmes racinaires. Alors, on a fini le débat hein, sur combien il faudrait de paille pour rendre la terre et la vigne auto-fertile. Eh bien, c'est pas dur. Avec 10 tonnes équivalent paille, eh bien, on a 30 unités d'azote dans la paille, 4000 unités de carbone. Je vais gagner 13 unités à chaque fois. Donc, au final, j'ai 160 unités d'azote et 4000 unités de paille disponibles. Pas mal. Donc, j'en ai trop. Donc la question, c'est quelle est la ration de paille que je dois amener dans un sol de vigne, par exemple, ou dans un sol de blé, ou dans un sol de, par exemple, un verger, ou voilà. Et donc on est dans ces questionnements, on n'a pas tout résolu, puisque la vigne auto-fertile, on l'a pas encore tout à fait. Et du coup, on peut faire des bilans de masse. Qu'arrive-t-il à l'azote? Eh bien, c'est pas dur. Mes 30 unités d'azote que je vais capter avec mes 10 tonnes de paille, une partie va faire de l'humus de cette paille, et il va y avoir 800 kilos de carbone immobilisés dans l'humus. Et là, il y a 80 unités d'azote qui vont être bloquées dans l'humification. C'est-à-dire que maintenant, vous faites une agriculture qui va augmenter son taux d'humus. Donc, il faut qu'il y ait de l'azote qui arrive.
Et on se rend compte que dans la biologie, si le carbone est partagé 20% dans l'humus et 80% pour les êtres vivants, l'azote, c'est la moitié qui va être prisonnière de l'humus et l'autre moitié, donc 80 unités d'azote, qui va arriver dans le champ pour minéraliser et être à disposition des systèmes végétaux. Donc finalement, il faut que j'amène quand même un petit paquet de paille pour avoir au moins 80 unités d'azote disponibles sous forme urée au finet, hein, in fine. Donc voilà un petit peu comment ça on nourrit les sols. On a trouvé toute la bibliographie qui va bien. Il y a 3000 pages à lire pour les courageux, hein. Et donc voilà ce que nous disent les scientifiques. 10% de l'azote total du système végétal vient de la pluie, de la neige, etc., des précipitations. 60% de l'azote total provient de la fixation biologique de l'azote depuis l'air par les fixateurs libres. Et 30% de l'azote total que consomment les plantes provient de la minéralisation permanente de l'humus. Et c'est pour ça qu'il faut en reconstruire tout le temps. Donc voilà un petit peu le débat. Et maintenant, on a commencé à s'intéresser à nos racines parce que vous avez énormément de carbone dans les racines ici. Et la question, c'est pourquoi il n'y a pas de racines ou pourquoi il y en a plein. Et en fait, c'est comme la vigne, vous la taillez mal, pas de racines, vous la taillez bien, beaucoup de racines. Et là, on a ça avec les prairies. Je tente, aller 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Eh bien, quand je garde la plante petite sans végétaux, elle ne peut plus alimenter ses racines, elle fait une remontée racinaire et votre sol va se compacter ici. Si par exemple ici je coupe 1 fois tous les 10 jours, hop, je vais avoir un petit peu de racines, mais pas assez parce qu'il n'y a pas assez de végétaux pour construire les racines. Si je coupe 1 fois tous les 15 jours, eh bien, ça marche mieux. Et si je coupe 1 fois toutes les 3 semaines, ça marche mieux. Et en fait, vous avez la même chose ici pour les pâturants, hein, c'est fait pour les herbagers, les gens qui ont des vaches. Ici, je pâture tout le temps, c'est-à-dire 6 fois à une feuille. Ici, je laisse pousser 2 feuilles, donc je pâture 2 fois moins, mais 3 fois à 2 feuilles, donc j'ai 2 fois plus de fourrage quand même. Et ici, je pâture 2 fois à 3 feuilles. Et plus je laisse de feuilles, en fait, plus j'ai de racines qui poussent, donc des sols en bon état, de l'alimentation végétale pour les êtres vivants, donc de la fertilité organobiologique qui arrive in fine. Donc voilà un petit peu cette ration du sol. Alors je crois que j'en ai fini. Voilà, on faisait ces expériences-là, ça vient de Champagne, c'est des gars que je vois début juillet pour débriefer un petit peu tout ça. Et donc dans ce groupe-là, c'est une asso. Ils ont créé un GI2E l'année dernière. Et donc ils ont une stratégie de destruction du couvert végétal début avril, mi-avril, début mai, fin mai. Et en fait, si je détruis trop tôt, toutes les adventices se repoussent dans le paillage qui se décompose vite. Si je détruis moyennement, ça ne marche pas bien. Si je détruis très tard, et ici vous avez un seigle, là c'est plus grand que le bonhomme, il a 1,75 m là à peu près, pour vous donner une idée. Et celui-là, l'autre à côté, c'est son collègue, il fait quasi 2 mètres. Et donc on voit bien que lui, il me dit, c'est pas encore assez grand. Et donc, quand on a détruit très tard, voilà comment on détruit avec des rouleaux, etc. On fait un gros paillage. Et ce paillage, en fait, il est resté propre toute la saison. Je n'ai plus aucune intervention là-dessus. Et dans cette modalité, on a une gestion très particulière du cavaillon. Pour mener à bien l'expérience sans trop se tromper, on a mis des feutres végétaux au pied des vignes. C'est-à-dire c'est des toiles tissées à partir de chanvre ou autre chose. On pense qu'ils ont une durée de vie de 4-5 ans. Donc, en fait, on va essayer d'observer ça parce que chez eux, en Champagne, c'est encore rentable de le faire. Donc là, on a quelque chose qui se met super bien en place. Le cavaillon est couvert, il est avec un feutre végétal à décomposition lente. Il fait le paillage, on peut entretenir le paillage entre les deux et on arrive à la récolte à l'automne sans problème si on a bien accompagné la vigne. Donc cette vigne-là, elle avait pour mission la première année d'être fertilisée pour arriver au bout. Parce que au début, on va avoir un cycle qui n'est pas encore tout à fait en place. C'est-à-dire que la captation de l'air, de l'azote de l'air à partir des pailles ici, par exemple, ne va se faire qu'à l'automne suivant la destruction. Ça veut dire que quand vous démarrez ces projets-là, pendant 3-4 ans, votre plante ne va pas avoir d'éléments minéraux parce que c'est le végétal qui pousse, qui en pompe une partie, qui va être restitué, mais tant qu'il n'est pas biodégradé, ce n'est pas vraiment restitué. Donc au début,
dans les dossiers MSV où on a fait exactement la même chose, là, avec les AMAP et les maraîchers, on a d'abord commencé à mettre, euh, on a d'abord commencé à mettre, euh, alors j'ai un truc qui m'embête, voilà. On a d'abord commencé à mettre de la fertilisation pour accompagner le cycle du végétal. Et donc, il faut 4-5 ans de fertilisation, toujours à l'automne avec de l'organique ou de l'urée très tôt au printemps, hein, février-mars, dernier délai, avec de l'eau pour que ça pénètre et imbibe le sol. Et ensuite, vous pouvez commencer à faire cycler de la matière organique. Et cette matière organique, elle va désherber. Et donc, cette nutrition de la biodiversité, elle nous a amené des choses. Il pousse des arbres maintenant dans les vignes, donc ça, on va commencer à les gérer ou à les éliminer. Il est arrivé des oiseaux, on a des nids dans ces vignes-là, parce que justement, on détruit quasi au moment où les oiseaux sont devenus adultes. On voit apparaître des essaims d'abeilles, des lézards, et en fait, la biodiversité revient, les vers de terre, bien sûr, hein. Et donc, aujourd'hui, dans ce débat-là, on a quasiment tout, hein, c'est-à-dire que avec la couverture du sol, on a zéro compaction, on a zéro travail du sol, on pourrait remplacer les herbicides, on pourrait produire de la biodiversité pour aller vers la lutte biologique demain, parce que c'est la biologie qui va produire la lutte biologique. On pourrait être auto-fertile et auto-alimenté en carbone et en azote. Et donc, ça se résume dans une phrase laconique, quand le sol mange du carbone, il produit l'azote. Et dans ce débat-là, c'est la fin du diaporama. On va arrêter le partage et je vais donner la main à Isabella Tomasi parce que Isabella Tomasi, elle va nous donner un très gros coup de main, mais elle va se présenter. On est dans une investigation accélérée autour de ces fameuses bactéries et de ces acides aminés pour nourrir les plantes réellement. Parce qu'on pense qu'on a loupé le premier maillon de la nutrition des plantes par la microbiologie qui est en symbiose dans le système racinaire. Donc, Isabella, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, en fait, pourquoi on en revient aux acides aminés aussi? C'est pas seulement parce que, comme tu l'as bien expliqué, Conrad, il y a déjà des protéines dans les végétaux que l'on met au sol. Il y a des formes d'azote qui sont là, qui viennent du milieu vivant, mais il n'y en a pas beaucoup puisque ça ne rend pas la vigne fertile tout de suite. Le système que tu mets en place n'est pas auto-fertile immédiatement. Parce qu'en fait, on s'intéresse aux acides aminés aussi beaucoup aujourd'hui parce que déjà, c'est un déchet par exemple en Italie, dans les tanneries, c'est un très gros déchet du traitement des peaux des animaux. Donc, comme ils ont eu ce déchet, ils l'ont hydrolysé, ils ont fait des protéines hydrolysées et ils se sont rendus compte que ça donne des très bons résultats en agriculture. Donc, c'est une forme d'azote qui est en fait la plus petite possible. C'est une petite molécule d'azote qui est liée à du carbone. Ce sont les blocs des protéines, mais il y a aussi des peptides, donc plusieurs acides aminés qui sont ensemble, et parfois même des protéines. Et comme on met maintenant ces produits-là dans les sols, dans les cultures, on voit que ça permet d'avoir une meilleure croissance racinaire, ça permet d'avoir une meilleure résistance au stress. En même temps, on a développé la science, de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc, j'ai des publications avec des essais en pot. C'est pas des choses qui sont au champ, mais on voit les effets des acides aminés sur des plantes mis en foliaire ou mis au niveau des racines. Et ils essaient de comprendre, ils expliquent un peu tout ce qui se passe. Sauf que nous, ici, avec Vers de Terre Production et avec les travaux d'Olivier Husson, on sait qu'au regard du potentiel redox, au regard du niveau d'oxydation des matières fertilisantes, les acides aminés sont en fait, et ça se mesure, c'est la forme d'azote la moins oxydée possible. Elle est soluble, elle est riche en énergie, elle n'est pas oxydée. Et aussi le milieu vivant. Quand le sol est vivant, il sait quoi en faire. Parce qu'en fait, si je viens avec des acides aminés libres sur un sol qui a reçu de la matière organique, qui a de la paille, qui a des micro-organismes et des champignons qui sont en train de s'installer, ces acides aminés sont aussi des molécules signales. Quand je regarde la bibliographie, si je regarde par exemple root exudat, tous les exudats de racines de plantes, donc qui permet de communiquer de la plante
à la rhizosphère, aux micro-organismes du sol, eh bien, au milieu de toutes les molécules des exsudats, il y a aussi des acides aminés. Donc, on est en train de se rendre compte qu'il y a des acides organiques, il y a des acides aminés, il y a des vitamines, il y a des acides aussi gras, des acides gras. Les bactéries, en plus, quand elles reçoivent tous ces éléments, les champignons, les bactéries produisent des composés organiques volatiles. Et à quoi ça sert tout ça? Ça sert à mettre en place des métabolites qui permettent de faire des antioxydants, qui permettent de faire des éléments tampons, des molécules tampons, et peut-être même des systèmes avec le complexe argilo-humique qui sont des roues redox, dont a déjà parlé Olivier. Donc, toutes ces molécules organiques, simples, solubles, de petite taille, sont très importantes dans un sol auto-fertile. Alors nous, on a les acides aminés sous la main là parce qu'on a aussi l'urée, on les a présents sur le marché, donc on peut les utiliser, on peut les appliquer. Et effectivement, le tout maintenant est de savoir à quel moment on va les appliquer au niveau du sol. Mais évidemment, pour moi, c'est avec l'urée, par exemple, au printemps, c'est l'idéal. Si on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu en panne au niveau du biologique, parce que justement, il fait un peu trop froid, la vie biologique n'est pas bien démarrée, c'est l'idéal. Et puis, par la suite, dans la saison, comme tu l'as dit, Conrad, après, c'est plus des matières organiques, c'est plus des fertilisants organiques à base de protéines. On en trouve plein sur le marché. Tout ce qui est issu de viande animale transformée, tout ça. Alors, il ne faut pas croire que parce que c'est d'origine animale, que ce n'est pas bon pour les sols. Ça, je suis catégorique là-dessus, parce que, par exemple, les plantes peuvent absorber des acides aminés, pas beaucoup, hein, mais on pense que 5% de l'azote des plantes capté par les plantes, à 5%, la quantité d'azote prise par une plante, ça peut être des acides aminés directement assimilés. Comment elles font? Je viens de regarder dans la biblio, elles sont capables la racine de la plante est capable elle-même de produire des protéases, donc de sécréter des enzymes qui sont des protéases qui vont hydrolyser les protéines du sol. Voilà. Et parfois, il y a même une captation directe de l'acide aminé. Ça se rencontre beaucoup dans des plantes, dans l'Arctique, là où il fait froid, là où il n'y a pas beaucoup de micro-organismes, parce que ce sont des systèmes qui leur permettent de ne pas trop s'occuper des mycorhizes, parce qu'elles n'en ont pas. Donc, elles sont obligées de se débrouiller toutes seules. Mais les plantes qui sont en agriculture, donc la vigne a des mycorhizes, beaucoup d'autres plantes ont des mycorhizes, donc là, ça passe plus par des mycorhizes et par toute la rhizosphère et comme on dit, l'holobionte, tous les micro-organismes qui sont à la surface des racines, dans le sol et dans les racines. Donc en fait, les acides aminés, ce sont des molécules signales, ce n'est pas que des molécules qui vont nourrir la plante, et des molécules signales, par exemple, qui vont attirer des bactéries, qui, elles, vont être capables de faire de la Plant Growth Promoting Rhizobacteria, des PGPR, ce sont des bactéries Pseudomonas bacillus et d'autres, qui toutes sont capables de faire des protéases, des phosphatases, toutes sortes de choses dont on a besoin dans le sol, mais étrangement, elles sont aussi capables de produire des molécules qui deviennent quasiment des systèmes hormonaux produits par les bactéries, mais qui font bien pousser la plante. Ça copie littéralement les hormones végétales. Donc, ça fait foisonner le système racinaire. En fait, c'est comme si les micro-organismes du sol étaient vraiment directement pour moi, ce sont des êtres vivants qui sont capables de se séparer un peu de la plante, qui sont capables de se transformer beaucoup plus vite que la plante. Donc, quand la plante a besoin de quelque chose, elle leur donne une information et les micro-organismes transforment leur système génétique très vite. Et du coup, ils peuvent produire ce dont la plante a besoin beaucoup plus rapidement que la plante. Et les acides aminés font partie à la fois de la partie fertilisation, apport d'énergie, mais aussi molécules signales pour moi. Voilà, je dirais que c'est un peu la place des acides aminés dans les systèmes auto-fertiles, mais qui peuvent être apportés par l'extérieur. Si on veut fertiliser avec, ça existe beaucoup en Italie, des protéines animales hydrolysées. Pourquoi la partie animale est plus intéressante? Parce qu'elle coûte moins cher. Et elle est hydrolysée par des systèmes acides-bases qui font plus d'acides aminés libres. La partie acides aminés d'origine végétale,
coûtent plus cher et souvent hydrolysées par des enzymes, donc ça coûte un peu plus cher. Et on les met plus souvent au niveau foliaire qu'au niveau racinaire. Mais il existe aussi. Donc voilà, je laisse la place aux questions. Alors, je pense que Eric, c'est Conrad, m'avait donné un petit peu le rôle de distribuer, mais les questions sont ouvertes. On voit bien que ce système peut devenir auto-fertile, qu'il faut renforcer les habitants à un moment donné, donc les maisons en bon état et la nourriture. Et nous, agriculteurs, on va pouvoir intervenir en fait là-dedans avec nos produits, nos coproduits. Mais ce que l'on voit dans le dossier maraîcher, c'est que plus on a nourri ce système-là, plus il est devenu autonome à la fin. Donc ça, c'est assez surprenant. Par exemple, nos 100 tonnes de betteraves sont produites avec 20 tonnes équivalent paille. Donc, quand on a su amener une telle litière pour nourrir en permanence la biologie du sol, bah, ça y est, c'est sorti de tous les côtés. Ça pousse vraiment très, très bien. Il y a des rythmes où on se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Les systèmes végétaux n'ont pas d'à-coups, ils poussent régulièrement, les plantes sont belles globalement. Peu de maladies parce qu'il n'y a pas d'à-coups. Donc ça marche plutôt pas mal. Et je voulais laisser si vous avez des questions, c'est le moment d'intervenir hein, pour un petit peu travailler là-dessus, si ça vous intéresse. Conrad, je veux bien, si c'est possible. Oui, vas-y. Oui, bonjour Conrad. Donc 2 questions, une pour toi. Dans le couvert végétal qu'on a vu en Champagne avec le seigle, là, à combien peux-tu estimer le tonnage de paille restitué pour avoir un équivalent? Et puis une question à Isabella, si c'est possible, le produit Trainer là, que je vais utiliser bientôt, que j'ai acheté à Cognac, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc des acides aminés, hein, nous expliquer un petit peu sa composition d'abord et après son fonctionnement et surtout son assimilation, comment les acides aminés sont assimilés. Voilà. Alors, pour te répondre, Alain, en gros, le couvert, j'avais donné un truc mémotechnique aux paysans. Cheville, 1 tonne de matière sèche, genou 3, d'accord, en rendement en équivalent sec. Cheville, 1 tonne, genou 3, ceinture, allez, 6, épaules, tête 12. Hein, voilà. Alors, c'est pas très juste, mais ça te donne une bonne idée malgré tout. Le seigle que tu vois là, il est à 10 tonnes de matière sèche hectare. Tu peux l'estimer là-dedans. Ça, c'est sans compter le système racinaire qui représente au moins 3 ou 4 tonnes en plus. D'accord? Que tu ne vois pas, hein, en gros. Et puis, il faudrait y rajouter des exudats, peut-être la moitié encore, donc 2-3 tonnes. Donc, en gros, cette biomasse végétale, elle génère du carbone à hauteur de quasi 16 tonnes de matière sèche hectare. Et puis maintenant, tu dois la répartir sur la moitié ou un tiers de la SAU, puisque le reste est occupé par la vigne. Donc là, on va dire, allez, c'est à peine un tiers parce que c'est des vignes à en mettre. Donc il y a beaucoup d'occupation du sol par le vignoble et peu d'interrants. Donc en gros, 16 divisé par 3 ou 15 divisé par 3. Donc là, on vient de remettre 5 tonnes de biomasse au sol, alors, qui se décompose entre la paille, les racines et la rhizodéposition. Hein. Et puis, alors, comme on s'est donné du courage dans nos métiers, on se dit, bon, 5 tonnes, si chaque tonne se décompose et génère 15 unités d'azote, pour faire simple, parce que j'aime pas trop travailler avec 16, ben, ça te fait 3 fois 15, non, on a 5 tonnes, donc 5 fois 15 unités d'azote qui rentrent. Donc, ça fait combien? Ça fait 75, c'est ça? Donc, tu as 75, oui. 75, oui, hein, c'est ça, 75 unités d'azote. La moitié va aller dans l'humus et pour la vigne, il va rester 30. Mais en fait, ce cycle, tu ne le démarres que l'automne suivant la destruction réellement. Donc, la première année, 0. Hein. C'est là que tous nos écueils sont arrivés parce que, ben, en fait, le cyclage de la biologie, il est lent au début puisque tu dois construire les maisons en bon état avec de la nourriture qui arrive. Et donc, fatalement, tu es en décalé. La nourriture arrive en premier.
Donc, ce qui pousse en premier, c'est la pompe à nitrate, le couvert végétal qui va récupérer des nutriments. C'est organisé dans de la biomasse. Donc, ça va revenir au sol. Et puis, ça va être biodégradé. Donc, en fait, le cycle, tu commences par appauvrir le sol et mettre la vigne en concurrence en faisant pousser des couverts végétaux. D'où l'importance fondamentale d'accompagner avec de la fertilisation les années de transition. On a vu ça partout. Tous ceux qui changent de pratique sans accompagner sont rapidement en difficulté dans leur vigne. Alors, cette difficulté, si tu ne la lèves pas, elle dure 3-4 ans. Et donc, c'est des grosses pertes théoriques. Donc, on accompagne avec la fertilisation. Alors, pour Isabella, il faut que tu coupes le micro. Là. Enfin, le micro, Il faut ouvrir le micro, Isabella. Voilà, ok. Oui, en fait, le traîner fait partie des acides aminés issus de l'hydrolyse de végétaux. Donc, il n'a pas les mêmes acides aminés que tous ceux qui sont d'origine animale, mais il y a entre autres du glutamate dedans et quelques autres acides aminés importants. Il est appliqué au niveau foliaire. Il est conçu pour pénétrer dans la plante et en fait, les acides aminés, quand ils pénètrent dans le végétal, sont pris en charge. Alors, pour moi, ils sont pris en charge par deux choses. Soit vous êtes sur une plante qui est déjà bien oxydée, donc il n'y a pas beaucoup d'endophytes, il n'y a pas beaucoup de micro-organismes, de bactéries en symbiose avec la plante au niveau du feuillage, au niveau de la sève, à tous ces niveaux-là. Donc la plante, je dirais, la plante est assez pauvre en endophytes. Donc là, je pense que c'est vraiment la plante qui prend en charge, les cellules végétales qui prennent en charge certains des acides aminés, hein, puisque tout n'est pas utilisé. Et ça sert à alimenter les métabolites, les métabolismes de production d'antioxydants, entre autres. Le traîner aussi, j'ai mesuré des niveaux de redox pH dans différents produits qui sont mis sur les plantes. Le traîner fait partie de ceux qui ont un très bon redox aussi, un bon redox et un bon pH. Je ne me rappelle plus ce qu'il était, mais vraiment il est bon. Donc il va jouer sur une correction du niveau d'oxydation de la plante. Donc n'oubliez pas qu'une plante est vraiment oxydée quand il y a trop de nuages, qu'il n'y a pas assez de lumière, qu'il ne fait pas assez sec. Donc ça, c'est un vrai stress climatique. C'est une oxydation, le manque de lumière. Et donc là, si on vient avec un produit qui vient apporter de l'énergie, qui vient bloquer cette oxydation ou la corriger partiellement, déjà, ça aide beaucoup. Voilà. Donc, je ne pense pas du tout que le traîner soit uniquement une source d'azote. C'est vraiment des métabolites qui rentrent dans différents métabolismes. Et cette idée de corriger aussi le niveau d'oxydation, je pense que même Italpolina ne le sait même pas et n'ont jamais mesuré eux-mêmes le niveau redox de leurs produits. Alors, il y a ça. Mais si vous arrivez sur une plante qui, elle, est déjà quand même en bonne santé, qui a des endophytes, qui a des bactéries qui sont là dans la plante, dans le feuillage et dans la sève, alors elles aussi, elles peuvent faire des choses intéressantes avec les acides aminés. D'autant plus. Voilà. Il y a différents niveaux de stress, de situation malade, de niveau d'oxydation qui vont faire que le produit aura des actions différentes. Mais en général, ce sont toujours des antistress, hein, toujours. Moi, j'ai une question à ce stade-là, Isabella. Tu dis la plante, elle pourrait héberger des endophytes, c'est-à-dire il n'y en a pas que dans les racines, il y en a partout dans la plante partout, ou quoi? Partout, absolument. Absolument. Et on n'a pas l'habitude d'aller les chercher, d'aller les mesurer, mais c'est connu et reconnu. Il y a des endophytes dans les… Alors, il y en a en intracellulaire, donc c'est-à-dire dans les tissus des feuilles, dans les tissus des bois, ils sont présents à côté des cellules végétales. Et ces endophytes, souvent des bactéries, sont capables de changer leur métabolisme rapidement. Pour moi, c'est vraiment des moteurs hyper importants. Pourquoi? Parce que le végétal s'est créé avec des bactéries depuis toujours. Bon, s'il a perdu des micro-organismes, c'est parce qu'on les cultive dans des conditions où il n'y a plus assez de micro-organismes. Il faut savoir qu'il y a même des bactéries dans les nuages qui font pleuvoir, qui font tomber la pluie. Quand les plantes évaporent de l'eau et quand elles sont en train de faire de l'évapotranspiration, elles envoient des bactéries, si elles en ont, des pseudomonas. Donc, il y a des cycles de micro-organismes partout, même dans l'air. Donc, c'est important.
Les endophytes, c'est important et ça va devenir, à mon avis, ça va devenir un des marqueurs, un des éléments marqueurs de l'état de santé des végétaux. Merci, hein, c'est complet, mais ça demande vraiment des développements pour de futurs ateliers Connect, certainement. Ah oui, 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 on a du pain sur la planche, hein. Il y avait une question, j'ai un auditeur là, qui s'appelle Galaxy, ça doit être le téléphone, j'imagine. Oui, oui, oui. Et alors, tu voulais intervenir? Non, non, pas du tout. J'écoute attentivement. Non, non, j'ai peut-être bidouillé sans faire attention. Non, non, j'avais pas d'intervention là, spéciale là. Ok, Je suis désolé. non, non, mais pas de souci. Ouais, ouais. D'autres questions peut-être par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Ben, moi, ma question, Conrad, ce sera de réussir à faire ce que vous faites en Champagne, mais de réussir à le faire en Méditerranée. Oui, Voilà. Donc, ça va être un peu l'objectif auquel je tiens beaucoup, parce que moi, je suis basée ici dans le sud et je vois que, bon, effectivement, on peut avoir de la paille, on peut avoir plein de choses, mais je vois un sol là chez un jeune maraîcher, il est couvert de déchets verts sur 30 cm de haut, 40, oui, 30 cm au départ, mais le sol, tu vois, est resté compacté en dessous parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc, en oui, fait, je pense qu'en Méditerranée, il va falloir oser vouloir mettre de l'irrigation en hiver et à des moments où on voudra que l'activité biologique du sol se mette en place. Ou alors, mais ça tu nous le diras avec l'expérience que vous avez à différents endroits en Méditerranée, convaincre d'irriguer et convaincre de faire pousser des végétaux en hiver. Alors pour la vigne, c'est ce qui se précise. On a des gros succès là. Je pense qu'il faut qu'on finalise le travail qu'on a avec Stéphane Reinig de Mhm. Estendon, parce qu'il m'a envoyé des photos où on a des mulches végétaux de presque 10 cm d'épaisseur qui apparaissent. Alors, c'est Mhm. 4 ans de boulot là. Je suis un vigneron qu'on a mis en place. Enfin, on avait démarré les formations un petit peu avant la création de la belle vigne, mais ça y est, il se passe quelque chose dans cette cave là où il y a un réseau de viticulteurs animés par un technicien et Mhm. il va être intéressant de commencer à capitaliser. Ce qu'on sait du sud-est, c'est que si, enfin, à cause de l'état des sols complètement déplorable au départ, l'irrigation, elle est obligatoire. Alors, peut-être pas en vigne, mais quand on a du goutte à goutte, je suis vachement content de le trouver, même si après, il y en a peu de besoin, hein. Une fois que la biologie fonctionne, il y a peu besoin de l'aide hydrique parce que on pourrait garder beaucoup d'eau dans les sols. Et ce qu'on voit avec Estendon, là, c'est Brignoles, hein, dans le Var. Mhm. Eh bien, comment dire, les couvertures végétales qui fonctionnent, ce sont les semis de fin d'été avec on les écrase toutes, mais un petit peu, ça ressemble aux couverts végétaux là, de Champagne, hein, et on les écrase assez tard, on va dire mi-mai, hein. Et D'accord. ça nous laisse une couverture végétale complètement extraordinaire les sols là-dessous, ils se gorgent d'eau en hiver quand il pleut. C'est-à-dire, du coup, il n'y a plus d'évapotranspiration où elle est régulée, il n'y a plus d'évaporation directe et ce papier buvard, il va infiltrer beaucoup d'eau au final. Donc, Mhm. parfois, on va être obligé d'intervenir, c'est-à-dire l'état du sol et la compaction du sol. Avec Olivier Husson, on est assez d'accord que c'est sans doute le point de départ clé de réussite de notre biologie. Et quand les sols sont trop durs, trop abîmés, qui se sont vraiment compactés, je pense qu'il faudrait systématiquement passer un outil, un fissurateur, refaire un lit de semences et tout de suite semer du végétal que l'on fertilise pour que ce cycle biologique arrive à se mettre en route sur une très Mhm. grande profondeur. Parce que quand les racines ne pénètrent pas le sol, c'est un vrai, vrai problème. Oui, Hein, ça d'accord. va pas bien derrière. Mhm. Alors, je ne sais pas m'expliquer ce phénomène très particulier, mais la plante, visiblement, elle a besoin de ces deux rhizosphères, une plutôt superficielle et une qui va en très grande profondeur,
même les trèfles blancs, là, quand on a été chercher les éclatés racinaires dans le Wurzelatlas de notre chère Roumaine, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est disponible sur le site internet de Wageningen en Hollande. On a tous les éclatés racinaires des plantes, elle les a dessinés. C'est une scientifique qui a passé toute sa vie à faire ça. Et donc, le livre de base, ça s'appelle en allemand, hein, ça n'a pas été traduit en français, ça s'appelle Wurzelatlas, c'est-à-dire l'atlas des racines. Et elle y a répertorié quasi toutes les plantes européennes. Donc, Wow. c'est un travail colossal, elle y a passé 50 ou 60 ans de sa vie. Et elle nous a prévenu à son décès, enfin un petit peu dans sa fin de carrière, qu'on avait négligé les racines, que c'était fondamental dans le système écologique et qu'il fallait rapidement mettre sur pied disons, les recherches, la R&D, autour des systèmes racinaires. Donc, je me suis sorti le trèfle blanc. Tu sais, on me dit c'est superficiel et tout. Que nenni, hein, le trèfle blanc, il a beaucoup de racines dans les 0,15 cm. Et ensuite, il fait un pivot où il va jusqu'à 80 cm pour refaire un deuxième système racinaire en profondeur. Et on a beaucoup de plantes qui ont ce type de comportement assez bizarre. Donc, il doit bien y avoir une explication à ça. Donc, en fait, ce jeune maraîcher, il s'est un peu trompé. Il a mis du compost de déchets verts et il n'a pas mis de plantes. Donc, il n'a pas de racines, il n'a pas de décompaction du C'est sol. ça. Et ça ne Donc, marche il pas. faut y aller avec des plantes. Tout à fait. Donc, pour lui donner une recette très simple, sa très grosse couche de déchets verts, on est allé chercher une machine abominable pour faire des routes. C'est une machine à broyer des cailloux et à les mélanger dans la terre. Donc, elle va travailler 20-30 cm de profondeur. Tout le BRF, tout le bois, on l'a mélangé dans cette couche de terre. Et quand on a eu fini, tout de suite, on a semé des légumineuses et on a recouvert d'une nouvelle couche de paillage. Alors, pas de 30 cm, mais 10-15 à l'aise. Et donc, il va se passer deux choses. Dans cette artificialisation complète du milieu, mon ami François Mullet me disait, c'est pas très grave, le sol est mort, tu peux lui mettre un coup de pied, un cadavre, il ne craint plus rien. Hein. Donc, de l'artificialiser complètement avec la machine, aucun problème, puisqu'on fera peu de dégâts au final. Par contre, une fois qu'on a incorporé ces morceaux de bois dans le sol, etc., il va y avoir une faim violente d'azote, tout le monde a besoin d'azote, et là, tout de suite, tu vas initier ton système biologique si ça se fait à l'automne. Et donc, si tu en plus, dans ce système-là, tu mets maintenant des légumineuses, donc des plantes autonomes qui se moquent royal de la difficulté, il manque de l'azote, parce qu'elles se les produisent toutes seules avec leur nodosité, eh bien, tu vas coloniser tout ce profil artificiel avec des racines et tout de suite, tu vas injecter toutes les bactéries de la rhizosphère, c'est-à-dire les endophytes, etc., que la plante va amener. Et puis, Ouais. troisième étape, le bois, lui, il va commencer à se décomposer. Alors, ça va prendre plusieurs années, les petits morceaux assez vite, mais à chaque fois qu'un bois se décompose avec l'aide des champignons, il va laisser de la porosité. Mhm. Et donc, il va y avoir plein de trous et son sol, il est décompacté, il est poreux et il est biologiquement construit avec de la porosité. Et ça, les plantes, elles adorent. Mais dans un système comme ça, la faim en azote risque de revenir chaque année régulièrement, non? Non, parce que en fait, on a fait des trucs très simples. On a mis un petit peu de compost ou de fumier quand même. Ah Et oui. le retour des légumineuses, on s'est rendu compte qu'en 6 mois, quasi, la biologie, si il y a la plante vivante qui vient sur la phase automne-hiver, début du printemps, elle fait le travail. Et donc, on fait des couverts végétaux à base de févrole, pois, vesse. Voilà, il faut ces plantes-là. Tu peux mettre des trèfles aussi. Mais en fait, il faut les laisser pousser le plus haut possible parce qu'on dit toujours que la taille en hauteur équivaut à la taille en profondeur, quelque part. Donc, c'est pas tout à fait juste, mais il y a quand même pas mal de vérité à ça. Et donc, plus tu as une biomasse importante, riche en légumineuses, plus ça te fera le paillage dans lequel tu peux planter tes autres cultures après. Et donc, tu as une deuxième restitution d'azote qui va se faire par la biodégradation de la paille. Et donc, tu D'accord. fertilises réellement. Et donc, tu lances ta machine biologique parce que la protéine reste un facteur limitant important dans le démarrage avec le carbone.
C'est pour ça Très que si bien. on laisse faire la nature, des fois, pendant 10 ans, il ne se passe pas grand-chose, parce qu'il faut que cette recharge organobiologique par une plante pionnière arrive. Et la meilleure plante pionnière de toutes, c'est une légumineuse. Donc, on commence toujours à l'automne, on fait notre manip, on sème les plantes, on remet une litière, parce qu'il faut entretenir le cycle de biodégradation des pailles. Et cette plante pionnière, la légumineuse, elle va injecter dans le sol les rhizodépositions et tout le corps microbien qui va avec. D'accord, ok. Et après, tu es prêt, quasi au printemps, tu peux commencer tes premières tomates tranquillement. Parce que la tomate, en Mhm, plus, ce n'est pas une plante qui a besoin de tant que ça d'azote, je dirais. mhm, mhm. Et donc, ces maraîchers, on les démarre tous comme ça, mais les recettes, les tutos sont sur Internet partout. Il Oui, faut l'encourager à aller voir le projet associatif maraîchage sur sol vivant via Vers de Terre Production, mais il y a une asso nationale, je crois, qui s'occupe de ça. Donc, MSV, maraîchage sur sol vivant, Normandie. d'accord. Non, mais je pense que de toute façon, pour la Méditerranée, de toute façon, ce sont aussi les plantes pérennes qui sont vraiment importantes. Oui, oui, oui. Moi, Parce que, j'adore des mélilos, des choses comme ça, c'est des plantes mhm. On en qui sont reparlera. introuvables. Mm. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Non? Florine, tu es là? Euh, Oui? Conrad, Ouais. vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, alors c'est Galaxy, excusez-moi, donc j'ai eu un petit bug. Je me suis connecté à mon téléphone, donc je m'appelle David. Voilà. Je suis dans l'Hérault, du coup. J'ai contacté Isabella la semaine dernière, donc je lui passe le bonjour là, par le biais de cette réunion. Donc moi, j'ai une vigne, donc je suis confronté à des phénomènes de compactation, de manque d'eau. Et c'est vrai que j'ai un souci de On n'entend pas avec le Galaxy. Ça passe pas bien le son. Oui, on n'entend pas, oui. tout ça. Ça Et passe je pas bien du tout. me demande toujours si en faisant un paillage, par exemple. Oui, on ne vous entend pas. En fait, j'ai à peu près pigé, mais c'est très compliqué. Donc, vous m'entendez là tous? Oui, de toute façon, Conrad, c'est le problème récurrent Oui. tout le temps, c'est l'eau ici dans le sud. C'est ça. Parce que même si on fait un semis fin d'été, on n'est pas dans le Var, on est dans l'Hérault. On risque d'avoir Oui, des zones vraiment très sèches. Donc, il oui, faut irriguer. oui. On n'a pas Je le suis à choix. peu près OK avec ça. On a en fait la seule séquence qui peut fonctionner avec le problème de l'eau, c'est des semis relativement précoces septembre et après c'est le moindre orage qui doit être mis à profit. Et Ouais. donc ça c'est très très compliqué dans les phases de démarrage. On s'est posé la question de l'eau. Et en fait, Mhm. Hervé nous ramène un truc qui est très intéressant avec le travail de Zürcher Ernst qui nous montre que le bois qui se décompose est très très riche en eau, mais ça veut dire que ce bois qui se décompose, il doit être sous un paillage de couverts végétaux quelque part. Il doit être à l'abri de la lumière pour développer, pour que quand il se décompose et que les champignons le dépolymérisent, ils récupèrent l'eau biologique contenue dans les cellules du bois. Et apparemment, un bois, c'est très très riche en eau, c'est sans doute plus riche que toutes les autres plantes. Et donc, dans ces sols en déshérence,
il y a une phase très complexe où il faut faire apparaître du bois réellement dans un couvert végétal qui va le protéger. Et donc, on n'a pas d'autre solution que de démarrer à l'automne. Et donc, la question qui s'est posée, c'est n'aurions-nous pas intérêt à aller avec des plantes pérennes productrices de bois, tout simplement. Ça s'appelle du mélilo, ça s'appelle de la luzerne, ça s'appelle du sainfoin. Voilà, on visite ces plantes-là et peut-être qu'en les gérant correctement, on pourrait rétablir le cycle de l'eau dans ces trucs-là. Mais à un moment donné, irriguer ou avoir un goutte à goutte, c'est quand même une aide énorme pour repartir. Oui, oui. Mais moi, je réfléchirais dans les connaissances autour du bois. C'est-à-dire comment on amène ce bois dans le sol et comment on le protège des rayons ultraviolets du soleil qui vont le sécher et qui vont le rendre inefficace globalement. Le bois qui est plein d'eau, c'est un bois qui est à l'ombre, qui est à l'humidité avec la rosée, qui est réactif et qui est gorgé d'eau finalement, qu'il peut distribuer à tous les autres êtres vivants. L'autre idée d'Hervé Covès sur ce dossier de l'eau, c'est une autre plante pérenne qui s'appelle le lierre. Et lui, il nous dit que la différence de température du feuillage d'un lierre par rapport à une autre plante, c'est à peu près, il y a 10 degrés d'écart, et que cette différence de température va permettre de condenser de l'eau sous les feuilles du lierre. Donc ça percole tout le long de son tronc ou de ses branches ou de ses ramifications. Et donc, globalement, en ayant un couvre-sol à partir du lierre, on devrait pouvoir tous les jours, alors c'est ce qui mesure en labo, maintenant il faudrait le mettre en plein champ, mais globalement, un lierre au sol par rapport à une autre plante plus haute, la vigne, ce serait avec la différence de température des feuilles, c'est entre 2 et 3 millimètres d'eau par jour captée par le lierre. Oui, Et mais donc, tu le comprends facteur quand limitant, même que maintenir du lierre dans une vigne, c'est quand même important. Ça peut ah ben devenir dangereux quand même pour la vigne. c'est un danger permanent pour les hommes qui y travaillent, pour tout le monde, hein, mais en plus, elle pourrait coloniser la vigne, on est bien d'accord. Ouais. Donc la question que j'ai posée à Hervé, elle est relativement simple. Existe-t-il chez nos horticulteurs d'espaces verts, etc., comment dire, des lierres couvre-sol non grimpants? Parce que si Mhm, ça se trouve, ça existe, ce truc-là. Nous les ont mhm, sélectionnés. mhm. Oui, oui, d'accord. Et donc, j'attends la réponse. Je lui ai demandé un petit peu d'investiguer dans ce monde-là. Bien. Je ne sais pas trop si vous avez plus de questions. Moi, j'ai un impératif. Je vais être obligé de vous laisser. Je ne sais pas trop comment vous vous situez par rapport à ça, l'emploi du temps, etc. Bon, si je vais être obligé de quitter, Ouais. j'ai un Donc, impératif aussi. je vous propose qu'on arrête là la réunion. Comment dire, le diaporama et tout ce qui a été fait, normalement, c'est enregistré avec Florine de Arbres et Paysages 32, qui devrait pouvoir vous remettre ça à disposition. Ah, volontiers, oui. Hein. Mm. Donc, Très bien. je vais voir avec Florine. Tu n'es pas là, Florine, si? Non. Et donc, l'idée, là, c'est qu'elle me fasse le travail de remise en circulation du dossier qui a été présenté. Je crois même qu'elle nous a quittés, d'ailleurs. Donc, ah ben non, elle est toujours là. Arbres et Paysages 32 est toujours là. Donc voilà, donc moi je vous propose, je suis obligé de vous laisser, hein, mais il n'y a pas de souci. Hein. Donc on se revoit au prochain atelier Connect. Alors je sais pas, il y en a un pour le mois de juillet, je pense, mais peut-être qu'il est programmé pour Marciac. On va voir un petit peu comment on fait ça dans Paysage in Marciac. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine sous la pluie, puisque visiblement c'est ce qui se prépare, quoi. Hein. Alors en Dans le sud, Méditerranée, hein. j'espère qu'il pleut aussi. À Bordeaux, c'est bon, là, on en a assez. Hein, C'est ça. on frôle les 300 mm en 8 semaines, donc Euh, c'est bon. et vous êtes Si habitué on là. pouvait vous en donner un peu dans le sud, ça serait bien. Oui, oui, ce serait Nous, bien. c'est exceptionnel. On n'a jamais eu un mois de juin aussi arrosé, quoi. Enfin, c'est du jamais vu. Hein. Ok. Bon, merci Donc, Conrad, merci Isabella.
Au À tous. plaisir. Bonne soirée. Plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.